RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Après son assemblée générale, vous recevez le président du CTES. Oui, et Christophe Dabin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Effectivement, samedi, le CTES tenait son assemblée générale ordinaire annuelle. Elle arrive à peu près un an après le renouvellement des instances du CTES. C'était en mai dernier, avec un certain nombre de tensions. On va y revenir d'abord sur cette première année de fonctionnement, puisque finalement, cette assemblée générale permet de faire le point sur une première année de fonctionnement. Quel bilan vous en dressez, qu'il soit financier ou qu'il soit évidemment moral, puisqu'on présente aussi un rapport moral à cette occasion? Je crois que ça a été un petit peu le discours et puis la position de l'ensemble des membres qui étaient présents à cette assemblée générale. C'est un bilan extrêmement positif parce que on avait annoncé pas mal d'actions qu'on souhaitait mener. Ces actions, elles ont été menées et donc on a bien vu cet accompagnement, ces relations avec les membres qui ont pris toute leur place. Et à partir sur le point financier, qui est un point beaucoup plus délicat parce que on est confronté comme tout le territoire, toutes les institutions à ce problème financier. Et donc, on a la chance d'avoir un fonds de roulement qui nous permet de faire les efforts qui nous sont demandés par le gouvernement et par la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, pour prendre un exemple sur ces difficultés financières, on peut parler du CIS qui est un peu emblématique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une structure que vous portez à bout de bras, vous, CTES, alors qu'il était prévu que les institutions y participent aussi. Le CIS est quand même une structure d'hébergement qui a été voulue depuis de nombreuses années d'abord par nos anciens et puis par le mouvement sportif. Et c'est vrai que le CIS, aujourd'hui, quand il a été construit, il y avait un engagement qui avait été pris par l'ensemble des institutions pour participer au fonctionnement du CIS. Et c'est vrai que depuis 2014, c'est plutôt le mouvement sportif et le CTES qui participent financièrement. Et c'est vrai que depuis cette année, c'est le CTES qui comble le déficit financier. Le CIS, c'est ça représente combien par an? Le CIS, ça représente un budget de 60 millions, d'accord. Et c'est une structure dont l'utilité est reconnue par tous, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre les élus nous disent mais il faut continuer, mais naturellement on peut pas continuer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on souhaiterait que le CIS prenne encore plus d'importance, que devienne un vrai pôle de performance, parce qu'il y a des besoins, il y a des attentes du mouvement sportif. Et puis si on veut faire progresser nos sportifs en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on mette une structure d'expertise en place comme on souhaite le mettre aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore d'alerte sur les finances du CTES, vous tirez quand même un petit cordon d'alarme en disant on ne va pas pouvoir continuer comme ça pendant des années? Oui, il y a une très bonne présentation qui a été faite par le trésorier sur l'année 2020 et sur les perspectives 2021-2022. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a répondu aux attentes des institutions, on le fait, mais il est clair qu'on ne pourra pas continuer à le faire parce que le fonds de roulement, quand on a un fonds de roulement, il sert à ça, mais le fonds de roulement ne peut pas non plus être épuisé. Et si on continue comme ça, on aura naturellement un risque pour le CTES. Sur les actions mises en place depuis un an, est-ce qu'il y a eu un satisfecit des membres de l'Assemblée générale? Vous les avez évoqués très rapidement tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous semblent particulièrement nouvelles par rapport au projet que vous portiez au moment de votre élection? Oui, c'est vrai que moi j'avais tenu lors de mon élection à mettre en avant le travail d'accompagnement qu'on doit avoir. Et cet accompagnement, il a été vraiment, la première de nos priorités. Et c'est vrai que c'est ce qui a été reconnu par les membres, parce que les aider dans leur démarche, être sur le terrain, aller sur les compétitions, les aider pour l'organisation de leur assemblée générale, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien apprécié. Et l'autre point qui était aussi petit peu une source de critique, c'était les relations que nous avions avec l'ensemble des membres, qu'ils soient du CTES ou des institutions. Et là, les passerelles ont été mises en place. Et c'est vrai que les relations et les réunions mensuelles qu'on avait avec la DGS et le membre du gouvernement sont le signe que les choses évoluent. Toujours pas de membre du gouvernement en charge des sports aujourd'hui, puisqu'on attend la mise en place du 17e gouvernement. Ça vous pénalise aussi, vous, dans votre fonctionnement? C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un interlocuteur au niveau du gouvernement. Quand il a fallu gérer la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a pu voir le cabinet GISES qui a permis d'apporter des points sur la reprise des activités. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a énormément de dossiers qui sont en cours. Et si nous n'avons pas un membre du gouvernement, on reste un petit peu dans l'expectative. Et l'absence de budget ?
Alors l'absence de budget, c'est encore plus dommageable, hein, parce que je vous ai entendu hier donc sur l'intervention de Johan Le Courrieux. C'est vrai que quand on entend que le mouvement sportif que le mouvement associatif n'est pas prioritaire et qu'on risque de pas prioriser, on risque de pas avoir de subvention. Moi, je pars sur le principe que le mouvement sportif, le mouvement associatif, le mouvement culturel n'a pas à faire les frais d'une incapacité aujourd'hui des politiques de trouver des solutions. N'oublions pas aujourd'hui que le monde associatif, c'est avant tout un grand nombre de bénévoles. Si ces bénévoles, baissent les bras, que va-t-il se passer dans le domaine de la culture, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine du sport, dans le domaine social? Parce qu'au bout d'un moment, les gens diront, si on peut pas fonctionner, on laisse tomber. Et ça serait grave pour la société calédonienne. Alors Christophe Dabin, vous êtes à la tête du CTES depuis quasiment un an. On se souvient que ça avait été un peu sous tension puisqu'il y avait une liste concurrente qui avait contesté l'élection de la nouvelle équipe et qui visiblement n'a pas complètement baissé la garde et reproche notamment à votre Assemblée Générale de n'avoir pas réuni l'ensemble des ligues et même qu'il en manquait près d'une vingtaine. Alors c'est vrai que l'année dernière, c'était une Assemblée Générale élective, donc on avait fait le plein au niveau des ligues. Cette année, c'est une Assemblée Générale tout à fait ordinaire. Et donc, sur cette Assemblée Générale, on avait 2/3 des ligues qui étaient présentes. Et sur les ligues qui n'ont pas pu être là, donc nos membres, donc il y en a 6 qui se sont excusés parce qu'ils avaient d'autres obligations. Et on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai pu entendre, qu'on a 7 ligues qui ont boycotté cette Assemblée Générale. Donc sur un ensemble de combien ? Sur un ensemble de 46, d'accord ? Ça montre aujourd'hui une chose, c'est que le travail qu'on a mis en place, qui est ce travail de recherche de l'unité, de la cohésion, commence petit à petit à porter ses fruits. Et c'est un petit peu le retour que l'on a même sur des disciplines avec qui on peut avoir des tensions, parce que quand on va à leur Assemblée Générale, quand on va sur le terrain, quand on va les rencontrer, on a, un retour extrêmement positif. Donc, il ne faut pas qu'on mette en avant en disant il y a telle discipline qui sont en opposition. Moi, je dirais aujourd'hui qu'on a certains dirigeants qui restent dans cette opposition et on s'aperçoit que cette opposition, elle ne se limite qu'à ces dirigeants et non pas à la discipline. Il y a encore un litige juridique en cours. On attend une décision en appel, je crois, du tribunal de première instance. Une fois qu'elle sera tombée, vous pensez que les choses seront réglées ? Moi, je l'espère. On se bat pour cette unité. Cette unité, on s'est rendu compte encore samedi que cette unité, elle était là. Moi, j'espère que chacun ensuite reviendra à la raison, parce que on a tous les mêmes problématiques aujourd'hui. On parlait de l'aspect financier. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous ensemble à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un nouveau mode de financement. Mais de la même manière, on a eu 2 fois une crise sanitaire. On a des risques d'en avoir d'autres. Le mouvement sportif doit réfléchir pour se dire mais que peut-on mettre en place dans ce cadre-là, parce qu'il n'est pas question pour nous que le sport s'arrête. Donc on a eu une intervention samedi du président du Creux, donc de l'équitation, qui nous a sollicité pour qu'on puisse travailler avec le gouvernement et pour qu'on puisse réfléchir sur des démarches, des propositions qu'on pourrait faire dans le cadre d'une éventuelle nouvelle crise sanitaire. Et notamment d'un nouveau confinement. Tout à fait. Justement, en parlant de cette crise sanitaire, on sait qu'elle a bousculé aussi le calendrier des grands événements sportifs régionaux. On parle des mini-jeux et des jeux. Où est-ce qu'on en est là-dessus pour l'instant ? Est-ce que le calendrier est maintenu ? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont attendues dans les semaines qui viennent ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, les dernières informations que nous avions étaient que les mini-jeux de Saipan auraient lieu normalement au mois de juin 2022 et les jeux de Salomon en juillet 2023. Mais on sait très bien que ces dates peuvent être mises en cause par rapport à la situation sanitaire. Et puis, n'oublions pas que on a les Jeux Olympiques cette année, que ça aura un impact de toute façon sur les pays du Pacifique qui vont participer aux mini-jeux. Donc on est dans l'attente de voir un petit peu ce qui nous sera confirmé par le Conseil des Jeux. Et un petit peu dans ces grandes, compétitions sportives, c'est vrai que on est extrêmement attentif aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. On sait très bien que on n'a pas encore tous nos sportifs qu'on souhaiterait avoir de qualifiés. Donc il y a encore des échéances qui arrivent, autant pour les sportifs pour les Jeux Olympiques
paralympiques. Hein. Je pense au rugby, je pense à la natation avec Maxime Grousset. Et puis je pense aussi surtout aux sportifs des Jeux paralympiques. Hein. Ils vont partir au championnat d'Europe. Une belle délégation. Une belle délégation. 10. Ils vont devoir se qualifier et j'espère qu'on aura. Et pour finir, il y a un petit point qui est important et qui va nous occuper, qui va occuper le mouvement sportif cette année. C'est l'opération pour célébrer les 10 ans de NC 2011. Et on va en profiter aussi pour promouvoir les Jeux de Paris 24 parce que on considère aujourd'hui dans la situation dans laquelle vit la Nouvelle-Calédonie qu'on doit mettre en place des actions de cohésion et pour que tout le monde se retrouve ensemble. Et on va faire campagne pour que Pierre Fairbank soit porte-drapeau, hein, bien évidemment. Naturellement, je pense que dès qu'on aura l'information de la part de Pierre, il va peut-être falloir, s'il faut qu'on vote, il va peut-être falloir mobiliser la population calédonienne pour qu'elle puisse voter parce que ça serait, je crois, d'abord une fierté pour lui et un honneur parce que je crois qu'il le mérite et il le mérite vraiment pleinement, mais je pense que ça sera une fierté pour la Nouvelle-Calédonie. Un dernier mot, Christophe Vavens, parce que c'est un dossier aussi qui s'est invité dans l'actualité, c'est ce qu'on appelle le risque requin aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de disciplines sportives qui se pratiquent sur l'eau et vous avez aujourd'hui des ligues qui sont inquiètes par rapport aux enfants. Ça va être un thème dont il va falloir que vous parliez cette année. Oui, c'est vrai que donc dans les assemblées générales auxquelles on participe, c'est vrai que cette inquiétude requin prend aujourd'hui de plus en plus de place et surtout pour les sports qui sont directement, concernés. Hein. On va dire le paddle, on va dire le surf, la voile, le VAA et l'inquiétude, on la sent, elle remonte et il va falloir, et moi je vais leur proposer qu'on puisse se réunir, qu'on puisse échanger et qu'on puisse voir un petit peu de quelles sont les solutions qu'on peut trouver parce que on ne peut pas, accepter et puis je mets à la place des bénévoles qui organisent des manifestations sportives. C'est vrai qu'on ne peut pas organiser quelque chose en se posant toujours la question si il ne va pas y avoir un risque. Et c'est vrai que moi je pense beaucoup aux nageurs qui font la natation en eau libre. Quand vous vous mettez à l'eau, vous devez toujours peut-être vous poser la question. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour que nos sportifs ne soient pas d'une certaine manière pénalisés. C'est plus simplement un risque requin, c'est aussi un danger permanent. C'est ce que disait Stéphane Bouquier, président de la SPTT Nouméa-Glisse. Pour vous, c'est la même chose? Je pense que oui, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des solutions. Alors aujourd'hui, on parle de filets, on parle de pas mal de choses, mais il faut que dans un premier temps, qu'on puisse aussi rassurer nos pratiquants et puis surtout, rassurer nos dirigeants parce que on veut pas, on est responsable quand on organise une compétition et c'est toujours, inquiétant d'organiser quelque chose si on ne sait pas si à un moment ou à un autre il peut arriver quelque chose. Christophe Dabin, président du CTOS, était avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci.